Bonjour à tous, bonjour Benja. La Salut, forme. salut! Jour, un beau jour aujourd'hui parce qu'on a une personne qui est assez connue dans l'univers de l'entraînement, surtout aux États-Unis, un peu aussi au niveau québécois, à Montréal, etc., mais surtout aux États-Unis. La personne qui est juste en dessous de nous, elle est en direct de Los Angeles. C'est la classe, ça, quand même. Et voilà, je t'en prie, présente-toi. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Mon nom est Stéphane Cazot. Je suis fondateur de Kilo Strength Society, qui est un, un centre d'entraînement slash compagnie d'éducation basé à Huntington Beach, qui est une banlieue à 40 minutes du centre-ville de Los Angeles. Donc, on est sur le bord de l'océan Pacifique, température parfaite, qui est une des raisons pourquoi j'ai voulu déménager au Je sud de la comprends. Californie. On a commencé cette compagnie-là en 2016. Auparavant, je travaillais avec Charles Poliquin, avec sa compagnie Poliquin Group. J'ai commencé là en 2012. Donc après, il y a eu toutes les histoires avec cette compagnie-là. Charles est parti de son propre aile en 2013. Et puis avant ça, j'ai déménagé aux États-Unis en 2012. Je suis originaire de Montréal, au Québec, Canada. J'ai déménagé aux États-Unis en 2005. J'ai travaillé pour un centre de haute performance à Saint-Louis, au Missouri, qui est au plein cœur des États-Unis. Et c'est surtout à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec des athlètes professionnels, football américain, hockey, baseball. Puis, j'ai bâti ma crédibilité là en 2010, 2011, 2012. J'étais engagé comme consultant pour haute performance pour les Cardinals de Saint-Louis, qui est au baseball, qui a été une très cool expérience. Ça m'a permis un peu de toucher au monde professionnel, mais point de vue équipe, puis à dealer, euh, dealer avec la politique des équipes, puis les médecins de l'équipe, Ouais. Ouais, les toute trainers de l'équipe. l'infrastructure. Ouais, donc ce qui était intéressant, ce qui était un challenge, mais c'était quand même intéressant. Puis c'est ça. Puis en 2012, Charles Poliquin m'a approché pour aller travailler avec lui. Donc, à Poliquin Group, j'étais le directeur du strength and conditioning et de l'éducation. Donc, j'étais un peu behind the scenes, si vous voulez. Je travaillais beaucoup avec le ownership, le contenu, tout ce qui est la dynamique financière de la compagnie et tout et tout. Donc, en 2016, quand j'ai quitté, malgré que les gens me connaissaient parce que je travaillais pour Charles Poliquin, je n'étais quand même pas connu au même niveau que les autres instructeurs qui, eux, voyageaient pour enseigner. Donc, j'ai décidé à ce moment-là d'écrire le livre 66 Strategies to Program Design, qui était un livre que... Parce que mon optique, quand j'ai quitté Poliquin Group pour faire mon nom, c'était que c'est pas comme si j'ai de l'air d'un mannequin, puis j'étais comme pour être sur Instagram, puis me mettre torse nu, puis que tout le monde était pour commencer à me follower. Donc, je me suis dit que si je peux créer du contenu qui est spécifique aux entraîneurs de haut niveau, c'est la niche que je voulais essayer d'aller chercher. Donc, ce livre-là a été écrit précisément pour les entraîneurs de haut niveau qui voulaient des connaissances un peu au-delà de la normale. Donc, c'est un peu comme ça que mon système d'éducation a commencé. De plus en plus de personnes me demandaient pour avoir de l'éducation. Donc, en 2017, on a créé notre première ligne de cours, si vous voulez, pour les entraîneurs privés puis préparateurs physiques. Puis ça a évolué depuis ce temps-là. Ouais, c'est ça. Et ça fait combien de temps que tu as ta salle alors là-bas à Los Angeles? Techniquement, on a ouvert au public le 9 janvier 2017, donc Ok, 3 ans. good. Ouais. Super. Moi, ce que je retiens là dans ce que tu es en train de dire, c'est que c'est marrant, il y a énormément de coachs en fait qui font comment dire, le travail inverse, c'est-à-dire qu'ils sont coachs et puis ils apprennent à gérer un petit peu tout ce qui est entreprise, entrepreneuriat. Si j'ai bien suivi, toi, tu as plutôt fait le contraire, c'est-à-dire que comme tu dis, tu étais plutôt dans la gestion interne, etc., de tout ce qui était avec Poliquin et tout ça. Et puis, ben, t'es arrivé et tu t'es dit, OK, moi, je vais me faire un nom, mais à ma sauce, quoi, à ma façon, en proposant un contenu éducatif et qualitatif, j'ose le dire. Ouais, non, mais tu as raison, mais je veux dire, moi, j'ai commencé comme entraîneur privé dans un centre haut de gamme à Montréal en 1998. Donc, c'était durant mon baccalauréat en sciences d'activité physique. J'étais un étudiant à temps plein, je travaillais à temps plein. J'avais 20 ans à l'époque.
Donc, j'ai travaillé là de 98 à 2005, donc dans un gym privé. Il y avait 6000 membres, 35 entraîneurs. Puis, tu sais, là, il fallait que tu fasses ton nom dans le gym pour réussir à avoir des clients. Puis, ça a évolué au fil des ans. Donc, quand j'ai travaillé à Saint-Louis avec les athlètes, éventuellement, j'ai eu la position de directeur de la haute performance. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à être un peu plus dans le management de gym, puis des entraîneurs et tout et tout. Puis, de là, j'ai progressé à Polican Group, ce qui a fait en sorte que quand j'ai ouvert Kilo Strength Society, j'avais déjà un background, si tu veux, en management. Je connaissais un peu la game de comment dealer avec le gym, puis les finances, puis tout et tout. Donc, ça m'a donné un edge, si tu veux, à l'opposé de quelqu'un qui a 23, 24 ans, qui commence, puis qui décide de s'ouvrir un gym quand il a à peine d'expérience comme coach. Yes. Super, Moi, j'avais une question au niveau des Cardinals de Saint-Louis. Ça a dû, au niveau de l'infrastructure, parce que je vois souvent des vidéos de gym dans les universités, que ce soit n'importe quel sport confondu aux États-Unis. Souvent, c'est un truc high-tech, vraiment. C'est quand même assez lourd, quoi, comme truc. Il y a quand même pas mal de matos, etc. Est-ce que ça t'a pas fait. Il n'y a pas eu un changement dans ta tête par rapport à ça et par rapport à ce que tu as pu observer? Non, je vais être honnête avec vous. Notre centre privé qu'on avait, il était beaucoup plus high-tech puis beaucoup plus équipé que la salle d'entraînement des Cards de Saint-Louis. Le problème, c'est que souvent, les salles d'entraînement que tu vois des collèges américains, c'est souvent avec le football américain. C'est ça, Le football américain, c'est 90% des revenus du sport collégial aux États-Unis vient du football. Puis les grosses écoles comme Alabama, LSU, USC, UCLA, Miami, ils ont tellement d'argent que leurs centres d'entraînement sont énormes. Mais, par contre, ironiquement, au point de vue professionnel, à part quelques équipes, la plupart des gymnases sont... Les Cardinals de Saint-Louis, leur gym était ridicule. C'était pas très, très high-tech. Ok, c'est plus dans le football américain, quoi. Ok, ça va, je vois. Ouais. Ici, j'aimerais bien parler un petit peu de ta salle, de ton petit bébé, on va dire quand même. C'est ton bébé, hein, c'est ton truc à toi, hein, c'est ta salle. Je voulais savoir un peu quels sont les services que tu proposes dans ta salle à Los Angeles. Oui, donc c'est ça. Donc, a priori, notre compagnie, c'est un gymnase d'entraînement pour monsieur, madame, tout le monde, donc population générale. Puis, on ne fait pas d'entraînement privé one-to-one. C'est des petits groupes semi-privés. Donc, tout le système est basé sur le Primate, puis tout ce que vous voyez dans notre éducation. Mais ça, c'est le service numéro 1 qu'on offre. Donc, abonnement illimité, 3 fois semaine, 2 fois semaine. Puis, c'est tout. Donc, on essaie vraiment de simplifier nos services offerts au public général. Puis, notre but ultime, c'est éventuellement d'ouvrir d'autres succursales de Kilo pour l'aspect entraînement pour monsieur, madame, tout le monde dans les alentours de Los Angeles. Essayer de faire notre nom un petit peu, si tu veux, à ce niveau-là. Parce que c'est ça qui est intéressant pour nous. Parce qu'on est trois propriétaires, moi, Kelsey, puis Alexandra. Puis, on ne vient pas de la Californie du tout. Donc, quand on a déménagé ici, on ne connaissait personne. C'est pas comme si on amenait des clients qu'on avait déjà avant. Donc, on est vraiment inconnus, si tu veux. Maintenant, ça fait 3 ans, notre nom commence à être connu avec la population générale dans les environs. Donc, ça grossit tranquillement. Donc, éventuellement, c'est ça. Si on peut saturer le marché ici, ça nous permettrait de progresser un peu. Donc, ça, c'est notre but. Puis sinon, ben, tu as l'éducation qui est offerte aux entraîneurs privés. Puis ça, c'est ça qui est drôle. On a des étudiants qui viennent nous voir de partout au monde. Notre suivi est très international. Je dirais que notre plus gros follower, c'est évidemment les États-Unis. Après ça, ça serait Australie. Après ça, Angleterre. Après ça, Canada. Après ça, les pays scandinaves. Donc, c'est ça qui est drôle. Tous ces étudiants-là viennent nous voir ici. Puis quand ils voient des locaux, on leur parle tout le temps de Kilo, comment ils sont chanceux d'avoir Kilo. Mais la plupart des locaux ne savent pas qui on est. Donc, on est connu au niveau des entraîneurs, mais on n'est pas aussi connu au niveau du public général. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie localement dans nos approches marketing. C'est ça qu'on essaie de pousser un peu à être connu un peu plus ici. C'est ça, au point de vue éducation, on a des cours live ici à Huntington Beach.
Pour la première fois l'année passée, on a voyagé à Montréal. On avait 70 personnes qui ont participé au cours. Au mois de février, on était à Sydney, en Australie. On était supposé d'aller à Londres au mois de mai, mais à cause du virus, ça a été repoussé. Donc, c'est ça. On a des entraînements en ligne aussi. On a des cours en ligne. On a une ligne de suppléments. Donc, je veux dire, notre business, si tu veux, est un petit peu multifactoriel. C'est ça. Ah, ça, c'est chouette. Et quand tu parles de développer un peu l'entreprise, etc., est-ce que tu penses à quelque chose comme franchiser un peu Kilo? Oui, on n'est pas encore sûr à 100% si on va prendre l'approche de franchise ou si on va être propriétaire de chaque succursale. On n'est pas encore rendu là dans notre processus, mais Ouais. either or. C'est ça, parce que c'est un peu un choix cordélien. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est juste que, est-ce que voilà, on tente, parce qu'on en voit beaucoup qui vont ouvrir des autres salles et qui vont essayer justement de faire un peu une approche différente, etc. Mais moi, quand je t'entends parler, c'est tellement, allez, ça me paraît tellement clair ce que tu as envie de faire en fait. Tu as déjà cette éducation, tu as déjà ce pourquoi, cette approche. Et aussi un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, tu vois, tu mets vraiment le focus. Bah, déjà, il y a les gens qui viennent se former chez toi, donc ça veut encore une fois dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu es, de mon point de vue, en avance sur pas mal de choses dont on va parler avec Bastien par après. Mais il y a aussi ce côté, bah, tu as été beaucoup dans les athlètes de haut niveau et maintenant tu reviens vers une population générale. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'adore entraîner les athlètes de haut niveau. C'est ma passion. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de faire une carrière ou plutôt d'avoir un futur avec une structure financière solide basée seulement sur les athlètes professionnels. Donc, j'entraîne encore des athlètes professionnels, comme je viens de finir avec les joueurs de la Ligue majeure de baseball, mais c'est plus un à côté. Parce que mon but un peu, si tu veux, donc je vais avoir 43 ans au mois d'août. Mon but, c'est, à un moment donné, j'ai réalisé que moi et Alexandra, on a passé au-dessus de 30 000 heures à faire du one-to-one. Okay? À un point où on est saturé complètement de faire du one-on-one. Ce qui est une des raisons pourquoi on voulait faire l'entraînement de groupe, qui en plus, on pense que, du moins aux États-Unis, en Amérique du Nord, que c'est la trajectoire du futur, si tu veux. Mais la beauté de Monsieur, Madame, tout le monde, c'est que d'un point de vue financier, le plafond est beaucoup plus haut que juste travailler avec les athlètes d'élite. Parce que mon but ultime, je reviens au fait que j'ai dit que je vais avoir 43, c'est que je ne veux pas avoir 70 ans et être encore obligé de me lever à 4 heures du matin pour entraîner des athlètes en one-on-one. Donc, mon but, c'est si je peux créer un produit ou un service que le public général aime et apprécie, qu'on est capable de grossir la compagnie en dehors de mon nom personnel à moi, qui fait que ça m'assure un futur quand je suis plus vieux. Ouais. Je fais en sorte que d'autres personnes peuvent prendre le relais et que je ne sois pas tout le temps la personne de premier plan. Parce que le problème, c'est que si ma business était seulement éducation, ben, qu'est-ce que je vais faire dans 20, 25 ans quand je suis complètement saturé d'entraîner et que je décide de prendre du recul? Les personnes vont tout le temps avoir mon nom dans leur... donc, ça va être dur de pousser quelqu'un d'autre à prendre la relève. Ouais. Donc, je trouve que l'aspect public général me permet de faire ça. Puis, pendant que ça se développe, maintenant, je fais les choses qui me passionnent, entraîner les athlètes, enseigner les strength coachs et entraîneurs privés. Donc, je ne sais pas, c'est l'aspect qui m'intéressait du public général. Ça me permet de grossir, ça met tout sur mes épaules, si tu veux. Ok, good. Moi ici, ce que je trouve très intéressant avec toi, c'est qu'à l'heure actuelle, le CrossFit a une émergence assez forte ici en Europe. Depuis, voilà, ça commence depuis quelques années, on en entend beaucoup, beaucoup parler. Et ce que je trouve l'aspect positif du CrossFit, c'est de se faire coacher par un coach. On peut dire qu'ici en Europe, dans les salles conventionnelles comme des grands franchisés comme Basic Fit par exemple, mais bon, ça c'est pas une référence en termes de qualité de salle, mais en majeure partie, dans les salles conventionnelles, tu es un peu livré à toi-même dans la majeure partie des cas. Maintenant, je ne fais pas non plus une généralité, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Et ce qui est bien, c'est que dans le CrossFit, tu as des groupes coachés pendant 1 heure constamment avec un professionnel. Et ce que tu fais toi, en fait, c'est t'orientes tes adhérents
vers ta pratique qu'on va parler un peu, hein, des méthodes que tu utilises et en fait ce que tu fais exactement dans ce que tu fais, mais tu apportes cette qualité de contenu à tes clients dans des small group training. C'est ça, c'est des small group que tu fais et je trouve ça extraordinaire. C'est exactement comme ça que les autres salles, si elles nous écoutent, hein, les salles hors CrossFit, doivent fonctionner. Si elles veulent à continuer à vivre ou peut-être essayer de passer à un palier supérieur. Et je trouve que ce que tu amènes là, c'est très, très intéressant. D'ailleurs, par rapport à ta salle, ben voilà, on peut passer par là. Comment se passe avec toi la prise en main d'un futur client? OK, donc, la première fois que le client décide de s'abonner puis d'acheter un membership, vu que c'est un entraînement de groupe, l'évaluation n'est pas, c'est pas une évaluation très, très, très profonde, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas vraiment de besoin pour. Donc, c'est plus, on s'assoit avec le client, on pose une batterie de questions générales comme point de vue santé, nutrition, but, objectif. On explique le contenu, on explique ce qu'on fait, on explique ce que ça va faire. On fait un test de composition corporelle pour avoir un point de départ. On prend un compte rendu de leur statut nutritionnel. On fait quelques évaluations de mobilité générale, comme le overhead squat, et des choses comme ça, juste pour nous donner un indice de leur point de départ. Donc, ça nous permet de dire, OK, peut-être que pour toi, de faire un squat conventionnel, pour l'instant, peut-être que tu n'es pas là, mais peut-être que faire un squat en élevant le talon est juste assez pour toi pour être capable de commencer le squat, ou peut-être que toi, tu as besoin d'une régression encore plus grande, etc., etc. Donc, c'est très général. Il n'y a rien de spécifique. Ce n'est pas du tout au même niveau que ce que je fais avec mes athlètes, parce qu'au bout de la ligne, c'est de l'entraînement de groupe. Puis, en plus, une analogie que j'aime faire aussi avec l'entraînement, c'est que la plupart des monsieur, madame, tout le monde qui viennent d'un background très peu athlétique ou qui n'ont jamais fait vraiment d'entraînement. Sédentaire. Oui, exact. Le besoin pour eux d'être hyper spécifique en entraînement n'est pas là. C'est un peu la même analogie que l'enseignement primaire. Right? Quand tu vas à l'école primaire et que tu as 5 ou 6 ans, peu importe l'âge que ça commence en Belgique, est-ce que j'ai besoin de faire un enseignement spécifique à toi ou tu as besoin d'apprendre la base? Tu as besoin d'apprendre à écrire, à lire, à compter, etc., etc. Donc, c'est un peu la même idée avec l'entraînement. Si tu n'es jamais entraîné, je n'ai pas besoin d'être super spécifique avec ma programmation. Si tu n'as jamais fait de squat, tu ne sais même pas c'est quoi un squat. Right? Donc, c'est pour ça que je trouve qu'au début, l'entraînement de groupe pour ces gens-là, si c'est bien fait, si c'est quand même individualisé jusqu'à un certain point, ce qu'on fait, je trouve que ça a beaucoup de upside sans avoir besoin d'être hyper spécifique. Good. C'est intéressant. Hein? C'est très intéressant. Et au niveau des groupes, c'est combien de personnes, plus ou moins, par groupe? Notre maximum, c'est 12 personnes par classe. Donc, à chaque heure, on a le potentiel d'avoir 12 personnes qui font haut de corps, puis 12 personnes qui font bas de corps. Okay, good. Puis, c'est un coach par 12 personnes maximum. Je te dirais qu'en moyenne, nos classes, je te dirais que c'est à peu près 7 ou 8 personnes par classe. Donc, ça pour nous. Puis, je veux dire, Alexandra et moi, avec notre expérience, pour nous, coacher 12 personnes à nous-mêmes, c'est pas très difficile parce que la chose à comprendre aussi, c'est que c'est pas comme si tout le monde est un nouveau client en même temps. C'est ça. Donc, c'est une semaine, on a un nouveau client qui se présente à 8 heures pour une classe, puis qu'il y a 8 personnes, mais les 7 autres personnes, ça fait déjà des mois et des mois qu'ils sont là. Donc, ils n'ont pas besoin autant de suivi. Donc, à ce moment-là, on peut passer plus de temps avec la nouvelle personne. Donc, tu comprends? C'est pour ça qu'on trouve le ratio fonctionne quand même très bien. Et toi, tu fonctionnes souvent alors sur upper, comme ça, dans ta semaine avec tes clients? Oui, toujours. Toujours. Ouais, je trouve que c'est le meilleur split d'entraînement. J'aime beaucoup aussi ces splits d'entraînement. Comme ça permet de bien reposer le haut et ensuite attaquer le bas, etc. Je trouve ça sympa. Personnellement, je trouve ça bien. Ben justement, comment tu prépares tes athlètes à la séance que tu leur donnes? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un échauffement spécifique? Est-ce que voilà, le corps de la séance, ben, comme on vient de le dire, ben, c'est peut-être plus axé vers le bas ou vers le haut. Mais on voulait peut-être un peu plus parler à ce moment-là
de ce que tu pouvais réaliser comme exercice avec eux, parce que les gens qui nous connaissent peut-être ne savent pas ce que tu fais en fait. Hein. Et un peu aussi au niveau cool down, je ne sais pas si tu fais de la mobilité après, enfin des étirements pardon après ou des choses comme ça. Oui. Donc, on demande tout le temps aux clients d'arriver au moins 15 minutes avant la classe. Puis, on a créé un échauffement dynamique, si tu veux, qui est très général, qui couvre autant le haut de corps que le bas de corps. Donc, c'est une routine. Parce qu'on ne voulait pas mélanger, on ne voulait pas avoir multiples routines puis que les gens sont toujours mélangés. Donc, ils font cette routine-là est facile à apprendre par cœur. Donc, nous, en tant que coach, on n'a pas vraiment besoin d'être là tout le temps à leur coacher la routine. Donc, c'est très général. C'est plus la dynamique, mobilité dynamique, augmenter les facultés du système nerveux, si tu veux, pour te préparer pour la séance. Donc, une fois que la classe commence, là, après, c'est un échauffement spécifique à l'exercice de la série A que tu fais pour la journée. Donc, si tu viens pour un entraînement de squat, donc tu vas faire 3 séries d'échauffement sur le squat avec le tempo qui est prescrit pour la session. Donc, c'est seulement progressif jusqu'au poids où tu vas commencer pour ta première série d'entraînement. Là, ensuite, tu fais la séance. On passe 25 minutes sur la série A, qui est l'exercice primaire, qui est un exercice à joints multiples, compound comme le squat, le bench, le overhead press, deadlift, etc., etc. Ensuite, on donne un genre de 2 minutes transitoire. Après ça, la série B, on passe 15 minutes. Un autre 2 minutes transitoire. Puis la série C, c'est 10 minutes. Donc, la série B, c'est les exercices d'assistance. La série C, c'est les exercices rémédiaux. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais c'est des exercices à joint, single joint. Donc, une articulation. On a structurel. Oui, structural balance oriented. Donc, vraiment, exercice d'isolation pour travailler des muscles qui sont limitatifs, surtout au point de vue de blessure. Donc, c'est beaucoup la prévention de blessures, etc., etc. Puis, cool down, pour être honnête, on ne ferait pas vraiment de cool down. Ils sont prêts à partir. Je ne suis pas un gros fan de l'étirement post-exercice parce que le problème, c'est qu'après l'entraînement, quand tes actines et myosines sont complètement denses puis ensemble, puis que tu as tout le sang dans le muscle, essayer de dire à ton corps que maintenant, relaxe puis étire ces muscles-là, c'est plus ou moins efficace. Donc, c'est pour ça que pour nous, on ne fait pas trop l'emphase là-dessus. Personnellement, pour les athlètes ou les clients qui ont besoin de plus de développement d'amplitude de mouvement, ça va être des séances d'étirement spécifiques qu'on aime faire dans une séance à part de l'entraînement. Good. Et je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport aux muscles, aux articulations, aux parties du corps qui étaient sujets à la blessure. Pour toi, qu'est-ce que tu as pu observer par rapport à ça? Souvent, c'est quoi en fait ce que tu travailles par rapport à ça? Bien, haut de corps, c'est très facile. C'est tout le temps l'articulation de l'épaule qui est la plus fragile. Au niveau du bas de corps, c'est, je te dirais, la cheville, le genou puis la hanche. Donc, ces exercices dans la série C, c'est des exercices spécifiques qui vont travailler exactement ces articulations-là. Comme exemple, l'articulation de la cheville, moins d'amplitude de mouvement tu as à la cheville, plus grandes sont tes chances de développer des blessures dans le bas du corps. Donc, c'est des recherches corrélatives qui ont été faites en Suède dans les années 90. Donc, pour moi, c'est important de travailler le mollet, non seulement pour la stabilisation du genou, mais si on travaille le mollet, puis qu'en plus, tu réenforces une pleine amplitude de mouvement, puis tu montres au client c'est quoi une pleine dorsiflexion, c'est quoi une pleine flexion plantaire, puis tu crées des tempos avec des temps dans la position loaded stretch position, comme disons 2, 4, 1, 0. Tu t'étires pendant 4 secondes au bas du mouvement. Donc, c'est toutes des choses qui permettent aux clients un peu, surtout la population générale, de réaliser c'est quoi une pleine amplitude de mouvement, c'est quoi qu'ils doivent ressentir, etc., etc. Puis, articulation du genou, on parle des variations de step-up. La hanche, on parle surtout des exercices de la chaîne postérieure plus ou moins à joint unique, comme
good morning, back extension, incline back extension, reverse hyper, Romanian deadlift, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on fait surtout. Cool. Je voulais parler aussi maintenant un petit peu des méthodes que tu utilises le plus dans tes entraînements. Qu'est-ce que tu aimes en fait proposer à tes clients et qu'est-ce que tu proposes à ce niveau-là, au niveau des méthodes? Donc, mon but avec nos entraînements en groupe, le nom qu'on a donné à notre entraînement de groupe, ça s'appelle Primate. Puis Primate, ça veut tout simplement dire qu'au fil des années avec mes athlètes, il y a 8 exercices primaires qui sont comme la fondation de tout mon système, si tu veux, la base de tout mon système. Donc, ces exercices primaires sont la base d'entraînement de groupe pour population générale. Donc, notre but, c'est d'amener tout client à être capable de performer ces mouvements-là avec perfection. Puis, par rapport aux méthodes, j'ai voulu essayer de prendre les méthodes que j'utilisais avec mes athlètes, mais les adapter, les mettre dans une structure qui était propice à la population générale. Donc, ce que je veux, c'est que le client, la population générale, sente ou ressente c'est quoi de l'entraînement d'athlétique de haut niveau, mais toutefois quand même adapté à leur niveau. Ouais. Donc, ils vont quand même faire des méthodes excentriques, ils vont quand même faire des méthodes isométriques, ils vont quand même faire des méthodes de force-vitesse. Mais c'est à quel point on pousse ces méthodes-là qui sont un petit peu plus restreintes pour que ce soit un peu plus réaliste pour eux. Puis au lieu de faire ces méthodes-là dans la série A, on les fait dans la série B, comme exercice d'assistance, là où il y a moins de séries. Donc, c'est un petit peu moins involving pour… le système nerveux. Oui, c'est un petit peu moins demandant, si tu veux, mais il touche quand même aux méthodes. Donc, ça permet de garder ces clients-là intéressés, intrigués. Ouais. Malgré que des fois, ces méthodes-là, ils n'ont peut-être pas nécessairement tout le temps… des fois, ça ne fait pas toujours sens pour ces clients-là, je te dirais. Ouais. Mais tu as aussi l'aspect… il faut que l'entraînement aussi soit quelque chose d'intéressant puis d'amusant. Ben ouais, donc, pour eux, de faire toutes ces méthodes-là d'isométrie et excentrique, ils trouvent ça toujours très intéressant, malgré que des fois, ce n'est pas toujours aussi pertinent. Donc, c'est pour ça que dans la série B, au moins, ce n'est pas un problème. Ils touchent quand même aux méthodes. Donc, c'est ça. Pour être précis, on fait des méthodes excentriques sous-maximales. On ne fait pas supra-maximales parce qu'avec la population générale, ça serait un petit peu trop fou. On fait des méthodes isométriques, yielding isometric. Donc, ça, c'est des méthodes isométriques où tu fais une contraction isométrique contre la gravité. On fait des overcoming isometrics, donc c'est des contractions isométriques contre une résistance. Genre, tu prends une barre, tu la mets au pin, enfin, tu les mets au rack et tu pousses alors. Oui, tu pousses dans les pins. Dans les pins, voilà. Exactement. Donc, tu crées une très grande tension intramusculaire, mais il n'y a pas de mouvement. C'est ça. Puis, méthode force-vitesse, on fait des méthodes de starting strength. Starting strength, ça, c'est… disons, tu as une charge qui est immobile. Ouais. C'est la capacité d'accélérer une charge qui ne bouge pas. Donc, 0 à 100 le plus rapidement possible. On a des méthodes de force explosive. Donc, là, on va utiliser beaucoup plus les outils comme chaîne, bande élastique. Puis, on a des méthodes de force réactive. Donc, avec monsieur et madame tout le monde, c'est des méthodes pliométriques de très bas niveau, juste pour activer un peu leur système nerveux, si tu veux. Les méthodes myotatiques, où tu utilises la force élastique pour avoir une plus grande vitesse concentrique. Mais comme je te dis, c'est l'amplitude du niveau des méthodes qu'on utilise qui est complètement différente entre les clients population générale puis la clientèle athlétique. Mais la structure reste quand même similaire parce qu'on veut que les clients aient un goût, si vous voulez, un peu, c'est quoi la vraie entraînement athlétique. C'est ça. Se rapprocher. Ça, c'est bien parce que c'est ça, c'est comme tu dis, Bastien, c'est vraiment se rapprocher de quelque chose qui peuvent aussi, où ils peuvent être efficaces. Ça ne sert absolument à rien de faire quelque chose à quelqu'un qui va juste ne pas se sentir bien, ne pas se sentir en sécurité. Donc, je veux dire, c'est aussi, c'est ça du coaching au final, c'est adapter convenablement, scaling, adapter convenablement les choses. Et là où c'est très chouette, c'est que toi, tu as vraiment une vision, j'ai l'impression en tout cas, qui va vraiment sur du long, voire très long terme, quoi. Tu es capable de prendre quelqu'un en te disant, OK, cette personne-là, on va aller chercher le cas extrême,
45 ans, sédentaire, n'a jamais fait de sport de sa vie, ben, tu sais où tu veux l'amener avec du long, voire très long terme, mais tu es capable aussi de scaling. Et ça, c'est hyper important parce qu'on voit beaucoup de coachs en Europe, etc., qui sont en mode, on prend les exemples CrossFit HQ, etc. Voilà, moi, c'est ce que je connais le mieux en tout cas, où en fait, ils ont très facile de coacher ce qu'on dit de faire. Mais par contre, quand on parle d'adaptation, ça devient plus compliqué, tu vois. Et alors, quand tu parles aussi de méthode isométrique, etc., ça aussi, c'est génial. Et il ne faut pas oublier que le meilleur entraînement que tu puisses donner à quelqu'un, surtout quelqu'un de la population générale, c'est un entraînement fun. Parce que quelqu'un qui ne s'amuse pas à son entraînement, qui ne passe pas un bon moment, il ne va pas revenir ou il va se forcer. Et dans la durée, dans le temps, voilà, je dis toujours à mes adhérents, celui-là, il n'est peut-être pas sexy, mais il va être efficace. Mais par contre, ça n'arrive pas plus de 2-3 fois semaine. On est d'accord là-dessus, quoi. Ouais. Là aussi, je voudrais rajouter aussi que c'est important aussi de comprendre que population générale, parce que de plus en plus, quand je donne des classes aux jeunes entraîneurs, je réalise que leur définition de population générale n'est pas nécessairement la même que moi. Donc, pour beaucoup de personnes, ils pensent que population générale, ça veut dire que tu dois faire attention, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas marcher. They pamper them too much, ils sont trop, ils couvrent trop. Right? Mais population générale, c'est très large comme description. Donc, nous, évidemment, à cause de notre système, à cause de notre produit, de notre service, c'est pas comme si on va attirer une femme de 64 ans qui n'est pas capable de marcher. Ça ne sera pas notre clientèle. Donc, notre population générale, malgré qu'on a des gens de 16 à 66 ans, c'est quand même du monde qui a un antécédent sportif, qui aime l'entraînement, qui aime se pousser. Donc, malgré qu'ils soient monsieur, madame, tout le monde, on est quand même capable de les entraîner à un haut niveau relativement parlant. Donc, c'est ça aussi, c'est important aussi en tant que coach ou en tant que business de trouver aussi c'est quoi ton public cible. Exact. Parce que malgré que oui, on est monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas vraiment de clients qui ne sont pas capables de bouger. Ça, ce n'est pas notre service. On en a des fois qui viennent et on dit écoutez, je pense que ce qu'on offre, ce n'est pas pour vous. On s'excuse, mais ce n'est pas pour vous. Et donc, il y a ça aussi à comprendre. Je voulais juste être clair avec ça. Ouais, c'est important. Je ne connais pas beaucoup de salles qui disent ça. Alors, nous, ça nous est déjà arrivé aussi. Des gens qui viennent et qui disent écoutez, vous êtes un peu cher, CrossFit. Voilà. Je dis écoute, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux, typiquement, si tu veux soulever une grosse barre, c'est peut-être pas l'endroit où tu veux être parce que nous, on privilégie plutôt le CrossFit santé, la mobilité, les bons mouvements, l'activation musculaire. Et c'est très cool parce que toi, en fait, tu dis la même chose. Et il ne faut pas avoir peur de faire ça parce qu'en faisant ça, tu vas avoir ton public qui va être en accord avec tes valeurs et avec ce que toi, tu vas vouloir développer. Et en fait, c'est une plus-value, quoi. C'est une plus-value parce que c'est ces gens-là qui vont te faire Steph de la pub gratuitement, qui vont dire qu'ils sont contents de tes services. Donc, c'est cool parce que tu vois, tu parles beaucoup financier, etc. Moi, j'écoute beaucoup parce que je suis chef d'entreprise aussi. Et il y a ce côté… il ne faut pas oublier ça, quoi. L'argent, ce n'est pas tout. Il faut y penser, mais c'est surtout être en accord avec les valeurs et trouver la clientèle qui convient et avec qui tu vas pouvoir aller le plus loin possible, quoi. Oui, exact. Je pense que c'est comme business, c'est la clé du succès à long terme. Si tu es précis sur tes buts et tes objectifs, éventuellement, tu vas créer un monde puis un following qui vont avoir ces valeurs-là. Solide, exactement. Ils vont parler à d'autres personnes qui ont ces valeurs-là. Si tu dilues ton public puis ton marché trop, si la moitié de nos clients, c'est des gens très sérieux, puis l'autre moitié, c'est du monde qui ne sont pas capables de bouger, puis qui sont blessés, puis qui… Bon, là c'est quoi le vibe que tu donnes à ton gym? Right? Nous, c'est du gros hip-hop qui joue. C'est du monde qui pousse du poids. C'est monsieur, madame, tout le monde, mais c'est quand même une atmosphère sérieuse puis relativement intense qu'on essaie d'inculquer dans nos classes. Donc, c'est sûr qu'on attire cette population-là. C'est aussi une des raisons pourquoi on a décidé de s'établir au sud de la Californie. Je veux dire, c'est la mecca de l'activité physique. Il y a 38 millions, 40 millions d'habitants en Californie. Dans le Los Angeles Metropolitan Area, il y a 18 millions d'habitants.
Il y a 850 000 habitants autour de notre gym dans un rayon de 15 minutes de route. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de potentiel pour attirer cette clientèle-là. Ouais. Donc, il faut mettre ça en perspective aussi. Ouais, moi j'avais un petit aparté par rapport au fait que le CrossFit, ben, c'est quoi? C'est de la gym, c'est de l'haltéro et c'est du conditioning en règle générale. Le gros souci, c'est que l'aspect CrossFit est très bien, mais il est pluridisciplinaire, c'est un peu tout en fait. Hein. C'est un paquet. Voilà, CrossFit, c'est ça. Tu en fais ce que tu veux. Maintenant, le problème, c'est que la majeure partie des gens ou des coachs, ou au départ, en tout cas, maintenant, ça commence un peu à s'améliorer. L'aspect weightlifting, l'aspect haltéro, est un aspect pour moi très haut dans l'échelle de l'apprentissage. Et le problème, c'est que toi, tu as les bases. Toi, tu arrives avec les bases, tu crées ta fondation, elle est solide. Et nous, je ne parle pas au nom de tout le monde, là, de tous les coachs, mais nous, en CrossFit, c'est qu'on veut trop vite commencer à faire des cleans, trop vite commencer à faire des snatchs, des overhead squats. Problème, c'est que parce que l'adhérent l'a vu sur Instagram, parce qu'il a vu tel athlète le faire, il veut le faire. Mais toi, tu arrives et tu dois aussi confronter des fois à l'adhérent et lui dire, écoute, clean, c'est pas à ton niveau pour le moment. Il va falloir que tu crées ton deadlift. Il va falloir que tu crées tes mouvements primaires, comme tu dis là. Et pour moi, je crois vraiment en ça. Je crois à un système comme le tien qui se cible vers les mouvements primaires et non pas directement aller vers des cleans, des snatchs parce que c'est sexy, tu vois. C'est des mouvements sexy. Mais le bench press, même tu prends un crossfitter, qui sait faire un beau bench press? Avec l'activation, avec les pieds ancrés dans le sol, avec les fessiers contractés, avec un transfert de force, qui sait le faire? Pas beaucoup. Non, c'est ça. Pareil, les pieds bien activés au sol, tout ça. Ouais. Je trouve que c'est ce que tu fais, c'est top parce que c'est les bases de l'entraînement. C'est ça que j'adore avec ça, avec ce que tu fais. C'est pour ça que je te suis déjà depuis pas mal de temps et je voulais te remercier de cette vision, en fait, de se dire que c'est ça, un peu les bases de l'entraînement. Il ne faut pas les oublier. Non, tu as 100% raison. Puis moi j'ai le plus grand respect pour l'haltérophilie. Mais pour moi, personnellement, l'haltérophilie, c'est parce que souvent les gens pensent que parce que je suis un entraîneur de haut niveau puis que je suis un strength coach, que je sais aussi comment coacher l'haltérophilie. Non, pas du tout. Pour moi, l'haltérophilie, c'est un sport en soi. C'est un tout autre monde, tout comme le powerlifting, tout comme le CrossFit. Pour moi, c'est CrossFit, powerlifting, Olympic weightlifting. C'est trois mondes différents que moi, j'ai pas le skill set pour. C'est pas du tout dans mon... J'ai entraîné des athlètes professionnels de très haut niveau. J'ai jamais vraiment utilisé de levée olympique parce que c'est un sport, c'est un acquis, ça prend tellement de temps. Les Russes, ils passent 3 ans avec seulement que la barre pour apprendre la technique des lifts. Donc, je veux dire, les gens qui veulent entreprendre CrossFit et être à un haut niveau, il faut qu'ils soient patients et pas. C'est ça. Pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bah oui, il faut développer la structure, en fait, hein, simplement. Et toi, ce que tu fais, c'est ça, mais à ta manière. Ouais. C'est top. Ici, je voulais un petit peu rentrer dans un truc, c'est que le principe d'amplitude maximale, le principe d'amplitude maximale est important pour toi, je me trompe? Ouais. Peux-tu nous dire pourquoi et surtout, que penses-tu de la surspécialisation de l'athlète à son sport? Parce que, par exemple, ici en Europe, on a tendance à surspécialiser un footballeur dans le sens où on lui dit, bah, écoute, dans ton sport, tu n'as pas besoin forcément d'aller à X degrés de ton squat, parce que, bon, voilà, c'est spécifique à ton sport, bah, tu ne vas pas squatter à amplitude complète. Quel est ton avis par rapport à tout ça, par rapport à ce que tu as fait précédemment? Donc, moi, je suis un grand fan de l'amplitude complète. Tout d'abord parce que, le muscle, c'est important que le muscle travaille et déploie des forces à travers la complète amplitude de l'articulation. Si tu veux avoir un muscle qui est en santé puis avoir des articulations en santé. Et puis, c'est très spécifique, le développement de la force. Si tu n'entraînes pas un certain angle, une certaine section angle section of the joint, tu ne développes pas de force. Puis le problème avec les athlètes de haut niveau, que ce soit soccer, football ou peu importe, c'est que si jamais, dans ton sport, tu es dans une situation où là, tout d'un coup, ton genou est dans une amplitude complète, mais tu n'as jamais développé de force dans cet angle-là, puis tu as un autre joueur qui est sur ton dos, puis tu es dans cet angle-là, c'est à ce moment-là que le genou
le C'est genou sûr. casse puis brise, que tu as des blessures. Donc, je disais ça dans le podcast mardi avec Sébastien. À chaque fois que j'interviewe un client de niveau professionnel dans la première entrevue et que je leur demande c'est quoi leur but et leur objectif, 100% des cas, leur but premier, c'est d'éviter les blessures. Donc, oui, tu as beau vouloir être spécifique au sport tout le temps, mais le problème, c'est que si tu es spécifique au sport tout le temps, puis là, on peut débattre sur à quel point c'est bon d'être spécifique tout le temps, mais si c'est tout ce que tu fais, mais là, tu manques l'aspect prévention de blessures complètement, complètement, complètement. Puis en parlant d'être spécifique à la tâche, si tu te dis, bon, ben, au volleyball, quand tu sautes, quand le joueur de volleyball saute, il ne plie jamais le genou dans une amplitude complète pour faire un saut. Oui, c'est vrai, 100%. Ça serait complètement idiot de faire un squat complet pour sauter. Je comprends. Donc là, le coach va dire, bon, ben, on devrait tout le temps juste faire des squats, quart de squat. Mais le problème avec ça, c'est que, un, tu développes les imbalances, les débalancements musculaires. Mais deux aussi, tu limites ton potentiel de force explosive. Je veux dire, tu as des études allemandes qui ont été faites là, des années et des années qui prouvent que faire des phases d'entraînement explosif avec un squat complet a plus de carry-over, a plus de transfert, si tu veux, à de l'explosion à quart de squat que vice-versa. Donc, oui, tu peux faire des quarter squats ta dernière phase avant la saison, si tu veux, pour être le plus spécifique possible. Mais si c'est tout ce que tu fais tout le temps parce que ton sport demande ça, tu manques un très, 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 très grand... tu manques beaucoup d'aspects par rapport au développement complet pour ton athlète. C'est ça. Ça me fait un peu penser à ce qu'un de nos précédents invités disait. En fait, les athlètes, plus ils sont de haut niveau, plus c'est des bons tricheurs. En fait, ils vont compenser comme ils peuvent pour justement ne pas vraiment regarder, ne pas subir peut-être les handicaps ou les déséquilibres musculaires qu'ils ont. Et on se rend compte qu'au final, quand on va chercher une approche comme la tienne, où on va renforcer le général, où on va aller dans des amplitudes où ils vont pas justement pour au cas où, et en plus les sécuriser, en fait, ça n'a que de la plus-value. Enfin, je n'ai jamais entendu un aspect négatif de ce type de travail, en tout cas. Non, puis en plus, pour l'argument de ceux qui disent que ton sport, c'est des quarts de squat, donc tu vas juste faire des quarts de squat, le même coach, c'est ça que je trouve drôle. Ils vont dire, fais un quart de squat, mais est-ce que tu vas voir ce coach-là faire des curls comme ça? Non, il va quand même préconiser l'amplitude de mouvement complète. C'est ça. Donc, pourquoi pas la même chose sur le squat? C'est bizarre. Je suis d'accord avec toi. Tu n'avais pas une question, toi, spécifique par rapport aux méthodes que Stéphane préconise? Oui, on en a parlé un petit peu tantôt, mais moi, la pliométrie, j'aurais vraiment bien voulu qu'on en discute un petit peu parce que ici, en Belgique, etc., on n'en parle pas beaucoup. Moi, je me suis un petit peu intéressé à ça et justement, j'étais très content d'entendre que c'était quelque chose que tu utilisais apparemment pas mal. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc, j'utilise la pliométrie, mais je ne te dirais pas que je dirais pas que c'est beaucoup. Donc, la pliométrie avec les athlètes, c'est une question de besoin, si tu veux. Donc, moi, ma philosophie en tant que préparateur physique, c'est que tu as beaucoup de coachs qui entraînent le sport, puis ils entraînent la position. Donc, tu es un joueur de hockey, tu es un défenseur de hockey. Donc, voici un programme de défenseur pour joueurs de hockey. Mais moi, personnellement, dans la mesure où, moi, ma spécialité, c'est les sports d'équipe, qui sont des tâches complexes, si tu veux. Donc, tu as plusieurs paramètres. C'est pas comme le lancer du poids où c'est un mouvement puis that's it. Donc, pour moi, si j'entraîne des athlètes dans cette famille-là, le sport précisément ou la position, je m'en fous, si tu veux. Pourquoi? Parce que moi, j'entraîne l'athlète. Je suis un préparateur physique. Donc, j'ai un athlète, tu es à un certain niveau. Moi, je vais essayer de te rendre un athlète encore plus performant, à un plus haut niveau. Puis ensuite, quand tu commences ta saison puis ta pré-saison, là, va transférer tous tes acquis spécifiques au sport. Parce que la réalité, je vais citer un de mes anciens collègues, Ryan Fainley. At the end of the day, l'entraînement en salle, tu as beau dire que c'est spécifique,
ça reste toujours du général. Ça n'existe pas de la vraie entraînement spécifique en salle. Les angles, les vélocités, les planes of movements sont pas du tout similaires à la plupart des sports d'équipe. Donc, c'est faux de penser que tu peux être hyper spécifique. Donc, tout ça pour dire que mon but, c'est tout le temps d'entraîner un athlète puis qu'il devienne un meilleur athlète irrespectif du sport. Donc, ce que je fais, c'est qu'avant chaque phase de préparation physique spécifique, donc moi, mes saisons mortes, j'ai la phase préparatoire générale, la phase préparatoire spécifique. Mais spécifique, ce que ça veut dire dans la salle de gym, c'est que là, on commence à introduire plus l'aspect puissance de l'entraînement, qui est l'élément clé pour les athlètes de sport d'équipe. Mais là, l'aspect puissance, tu as deux volets, si tu veux. Tu as la puissance explosive, puis tu as la puissance réactive. Mm-hmm. Donc, moi, je fais un test qui me permet d'établir c'est quoi la plus grande faiblesse entre la force explosive et la force réactive. Donc, si mon athlète, peu importe la position qu'il joue, sa plus grande faiblesse, c'est force réactive. Donc là, ma SPP, ma phase de préparation spécifique, va mettre l'emphase sur des exercices réactifs qui sont plus pliométriques. Par contre, si le même athlète, à un autre moment dans sa carrière, sa faiblesse devient force explosive, là, j'enlève force réactive, puis là, l'emphase, c'est sur les forces explosives parce que c'est sa faiblesse. Donc, le vieux dicton, tu es toujours aussi fort que ta plus grande faiblesse. C'est ça que j'entraîne. Parce que si j'ai un programme très coulé dans le béton qui est, toi, tu es un défenseur au hockey, donc ta session spécifique, tu fais explosif, plio, 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 mais que ce n'est pas ton besoin à toi, mais comment je t'ai aidé à être un meilleur athlète? Fait que tu vas commencer la saison puis tu vas être au même niveau que tu étais avant parce que je t'ai entraîné quelque chose que tu n'as pas de besoin. Donc, je vais juste préciser ça dans le sens que je ne fais pas nécessairement beaucoup de plio, c'est juste que quand j'en fais, c'est le timing de plio est très spécifique aux demandes de l'athlète. Donc, généralement parlant, on parle des 6 à maximum 12 semaines avant la saison où je vais commencer à introduire de la pliométrie. Puis le niveau auquel je vais pousser le volume, si tu veux, ou la fréquence d'entraînement pliométrique dépend du niveau de force ou du niveau de force réactive du client. Donc, quelqu'un hyper avancé, disons un receveur de passe dans la Ligue nationale de football, je vais me permettre plus de plio à un plus gros niveau. Donc, quelqu'un qui commence les premières années en plio, le volume va être très bas, la fréquence va être très basse. Je te dirais que l'utilisation des méthodes pliométriques serait peut-être plus dans le contexte d'une phase en contraste ou une phase en complexe, où que le volume total est très limité. Puis, le type d'exercice, ça va être plus des sauts, si tu veux, que du bounding. Je ne sais pas ce qu'est le mot en français. Bondissement, peut-être. Oui. Qui est beaucoup plus avancé parce que les forces excentriques sont beaucoup plus grandes à convertir en force concentrique. Donc, c'est juste ça que je voulais souligner. Okay. L'utilisation des exercices pliométriques doivent être timés au bon moment, faites au bon moment, puis au volume, puis à la fréquence qui est au niveau que le client peut utiliser. Cool. Bon, il y avait un aspect qui est, je trouve, super important et qui est un peu négligé. Je ne sais pas, encore une fois, je ne parle pas des autres salles ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment ils font forcément, mais je trouve que des fois, dans une programmation, je reviens un petit peu au CrossFit, le modèle style CrossFit, c'est quoi? Il y a de la mobilité au début. Okay. Alors, ça dépend encore quelle mobilité tu fais. Toi, comme tu l'as dit précédemment, toi, tu fais de la mobilité active. C'est exactement celle que je conçois. On ne va pas commencer à étirer un muscle au niveau statique et ensuite commencer à partir sur de la force. Ça n'a aucun intérêt. Justement, tu peux aller vers la blessure et même tu fais en sorte que ton potentiel de force il se réduit en allant étirer ça de manière statique. Et ensuite, les gens partent sur une mobilité, ensuite sur un échauffement. Encore une fois, quel type d'échauffement tu vas donner? Ça, c'est le problème, je trouve. Parce qu'ensuite, imaginons, tu pars sur ton strength, ta partie force, qui va être du back squat, du deadlift, ce que tu veux. Le problème, c'est que la partie échauffement, c'est tu as échauffé ton corps, tu as échauffé peut-être tes joints, mais ça, là, c'est toujours down. Et je trouve que ça, c'est un truc que les gens doivent peut-être que les coachs qui nous écoutent, etc., c'est ça qui va permettre d'être fort dans le travail que tu vas faire par la suite. C'est-à-dire que moi, j'essaie de préconiser à ce moment-là des slam balls, okay, des mouvements balistiques, mouvements très rapides, très explosifs, qui ne fatiguent pas musculairement,
mais qui allume ton système nerveux tout en augmentant la température générale de ton corps. Mais il n'y a pas vraiment, c'est plus une activation nerveuse et non pas une fatigue musculaire que tu es en train de porter à ton corps, parce qu'après, tu dois faire un exercice qui est très demandeur nerveusement, qui va prendre 20-25 minutes logiquement, minimum, j'espère. Ça, c'est vraiment un message que je voulais dire. Et toi, par rapport à ça, ben exactement, qu'est-ce que tu fais toi, pour les préparer à travailler sur de la force après, sur ta partie A? Ben, moi, c'est vraiment le mouvement. C'est le mouvement qu'il doit faire. Si c'est overhead press puis chin-up, Yes. ils vont faire une série progressive en charge de overhead press and chin-up, ce qui va activer le système nerveux. Pas au même niveau que des exercices balistiques, évidemment, Ouais. mais par contre, la stimulation neurale va être extrêmement spécifique à la tâche qu'ils doivent entreprendre. C'est bien ça. Donc, typiquement, disons, on fait squat avec monsieur, madame, tout le monde. Ce que je fais, c'est 6 répétitions à 50% de la charge qu'ils vont utiliser pour leur première série de travail avec le même tempo. Après ça, 4 répétitions avec 70%, 2 répétitions avec 90%, puis ensuite, ils commencent le mouvement. Donc, l'avantage de ça, c'est que tu actives le système nerveux, mais les répétitions totales ne sont pas très grandes. C'est 12 répétitions totales, ce qui fait en sorte que tu ne produis pas un cumulatif de lactate. Ça va faire en sorte que tu vas diminuer ton potentiel neural, mais au moins, tu apprends ton système nerveux. Ce qui arrive, c'est que là, ton système nerveux va savoir, OK, c'est quoi l'amplitude de mouvement que cette tâche-là me demande? C'est quoi la vélocité que cette tâche-là me demande? Puis c'est quelle charge de travail approximativement que cette tâche-là me demande? Donc, c'est ce que tu veux que ton système nerveux soit stimulé avant l'entraînement. Puis, comme tu dis, on fait des choses plus balistiques dans le warm-up dynamique, mais tu dois quand même faire quelque chose qui est spécifique. Oui, après, oui, bien sûr. Oui, parce que tu peux, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être capables de, OK, tu fais un warm-up dynamique, puis là, OK, fais 8 x 3 au squat avec 200 kilos. Qui commence, tu dirais. Ouais, non. Ils vont être capables. Oui, charge progressive, quoi, c'est ça. Ouais. Alors, j'aurais une question par rapport à ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. En général, quand j'essaie de travailler en warm-up, j'ai des connaissances un peu moins solides au niveau de la balistique, etc. Mais je vais toujours chercher un peu dans le spécifique. Par contre, j'essaie de faire beaucoup parce que forcément, qui dit CrossFit dit on va beaucoup moins dans des barres lourdes. De faire, par exemple, qu'est-ce que tu penses allez, on va faire un back squat. On va dans l'entraînement, donc dans le warm-up spécifique, on va faire du squat sans barre, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a peut-être le système nerveux est peut-être un petit peu moins allumé, mais il y a quand même cette recherche, enfin en tout cas c'est comme ça que je le pense, il y a quand même cette recherche de préparer le mouvement qui arrive. Oui, bien sûr, je pense que oui. Par contre, il faut que tu comprennes que faire un squat sans barre pour te préparer pour un squat avec barre, il faut que tu comprennes que la mécanique de mouvement va changer. Oui, bien sûr. Parce que tu ne bouges pas de la même façon sans barre qu'avec une barre. Donc, il y a ça à prendre pour acquis. C'est correct de faire des warm-ups sans barre, mais tu dois quand même arriver à un point où tu mets la barre sur tes épaules. Oui, il y a un SP, hein, on est d'accord. Hein. On a un warm-up SP après. Oui, mais je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas la meilleure référence au monde là-dessus, mais moi-même, personnellement, puis beaucoup d'athlètes, surtout au football américain que j'ai entraîné, avec notre poids corporel et tout, moi, personnellement, je ne suis pas capable de faire un squat si je n'ai pas au moins 60 kilos sur mes épaules. Donc c'est marrant, ça. Je ne pourrais même pas faire un squat bodyweight pour être honnête avec toi. Ce problème-là aussi. C'est qu'avoir la barre, au final, tu vas chercher une amplitude, tu vas forcer tes articulations à se mobiliser plus que des fois à vide où tu as l'impression que tes chevilles ne suivent pas, ta hanche ne suit pas. Oui, ça arrive. En plus, il y a beaucoup de joueurs de ligne offensifs au football américain que j'ai entraîné qui pèsent au-dessus de 150 kilos. Eux, ça prend du poids sur leur épaule pour être capable de descendre bien. Vraiment descendre. C'est ça. C'est marrant. Moi, je fais le travail inverse, en fait, justement. Je suis plutôt en mode, j'essaie de travailler la mobilité, donc comme je te disais, avec le warm-up général. Et puis alors, comme on va faire le back squat, par exemple, dans ce cas-là, comme on en parlait depuis tout à l'heure, je vais faire comme tu as dit. Donc vraiment, monter, hop, aller chercher la charge en diminuant les répétitions. Mais voilà, c'est comme on essaie de monter un peu l'intensité au début.
Non, c'est bien ce que tu fais. En fait, c'est parfait ce que tu fais. Je voulais juste mettre une nuance qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire ça. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, moi, c'est une approche que je n'ai pas en fait. Ouais. Parce que justement, nous, dans le CrossFit, en tout cas moi, comme je l'apprends et comme je le fais apprendre, eh ben, on est vraiment en mode, ouais, la barre, c'est après quoi. Tu vois, donc en fait, quand tu me dis ça, ça m'interpelle. Je me dis, ah ouais, tiens, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super, j'adore l'échange. J'adore l'échange. Tu vas faire un sondage. On est de Liège. Hein. J'adore l'échange. C'est un super échange, Steph, qu'on a. Voilà, ben, par rapport aux gens qui nous écoutent, et, ben, je voulais savoir un petit peu en fait ton avis par rapport au CrossFit. Quel est ton avis par rapport à ce sport, tu vois, des gens que tu observes? Je trouve que CrossFit, c'est très cool, très intéressant, très marketing, très populaire. C'est le fun de voir la génération, la jeune génération qui sont passionnés par la force, la puissance, puis le niveau athlétique de ce sport-là. Je suis content de voir que de plus en plus, l'entraînement à CrossFit devient un peu plus, pas spécifique, c'est pas le bon terme, mais c'est un peu plus spécialisé. Je trouve que la qualité des entraîneurs à CrossFit maintenant est beaucoup plus grande que il y a 10 ans. Comme ici à San Diego, à 1 heure d'ici, tu as Invictus. Invictus avec CJ Murphy, que je connais personnellement. J'ai étudié avec lui dans les années 2009. Très intelligent. Je trouve qu'il a réussi à apporter un aspect un peu plus critique à CrossFit, si tu veux. Donc, ça, je trouve ça très cool. Mais personnellement, en 2019, j'ai aidé une compétitrice canadienne qui maintenant est dans le top 10 pour les CrossFit Games. C'est très difficile de coacher CrossFit à cause de tous les paramètres. Ah ouais, c'est clair. Hein. C'est un casse-tête. Un casse-tête, ouais, c'est ça. Ouais. Puis en plus, pas grand-chose est interdit, du coup, tout est permis. Donc, on a un peu, en tout cas, dans chaque box, on a un peu sa façon de faire, sa façon de voir. C'est bien et en même temps, c'est compliqué parce que, bon, c'est des choses dont je parle beaucoup avec mes adhérents en disant, voilà, n'hésitez pas à faire des drop-ins, n'hésitez pas à aller voir ailleurs, etc. Parce que, voilà, une box n'est pas une autre et on s'arrête rarement aux mêmes choses, en fait. Vraiment, là, c'est une mentalité on va dans la même direction, mais vraiment pas par les mêmes chemins, quoi. Tu vois, c'est un peu. Non, Chacun exact. suit un peu son chemin, sa philosophie de l'entraînement, c'est vrai. Hein. Ouais, clair. Alors maintenant, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui désire devenir bon esthétiquement et physiquement? Quel conseil tu pourrais donner? Parce que j'imagine que tu as déjà eu des gens, des clients qui sont déjà venus près de toi et ils disent voilà, moi j'ai envie je sais pas, d'avoir ça comme. Parce que nous, ça arrive au CrossFit. Tu as des mecs qui viennent près de toi et ils disent voilà, j'ai envie d'avoir des pecs. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de pecs, c'est tout. Je veux juste des pecs. Et les bench. Et voilà, peut-être que tu as déjà eu ça, mais quel conseil tu donnes à ces gens-là, toi? Ouf. Ces gens-là, j'ai tendance à essayer de me pousser un peu de quelqu'un qui veut juste des pecs. Pour être honnête, je pense pas que je serais très, très, très efficace à aller entraîner quelqu'un comme ça. Je sais pas. C'est difficile, ça, le point de vue esthétique, parce que, tu sais, je me rappelle, tu sais, quand, dans les années 90, quand j'étais adolescent, puis Brad Pitt était comme super populaire. Il y avait beaucoup de gars qui disaient ah, fuck, je vais aller me faire couper les cheveux comme Brad Pitt parce que Brad Pitt look so cool. Je ressemblais à Brad Pitt. Et moi, je disais tout le temps ouais, mais c'est parce que ton visage n'a pas l'air de Brad Pitt. En plus, Donc, non, mais c'est un peu la même chose avec le physique. Tu sais, des fois, tu as des gens qui ont une structure d'épaule super étroite, la clavicule est ça de longue. Ils disent ah, j'aimerais savoir mon pec comme Arnold Schwarzenegger. T'es comme, ça n'arrivera pas. ça ne peut pas aller. Ça ne va jamais arriver. Donc, tu as cet aspect-là qu'il faut être un peu réaliste aussi. C'est ça, exactement. Sinon, tu as l'autre aspect qu'il faut que, pour moi, à chaque fois qu'on parle d'esthétique, mis à part l'aspect génétique, il faut quelqu'un, parce que tu as beau vouloir t'entraîner, si tu n'es pas capable d'être assidu à 100% avec ta nutrition, oublie ça. Ça ne va pas arriver. Puis la nutrition, c'est quelque chose que je déteste. Je déteste parler de nutrition avec les entraîneurs parce que je trouve que c'est un sujet qui est très dogmatique. C'est ça. Donc, j'aime pas ça, mais pour moi, c'est nutrition,
Sinon, tu t'entraînes fort, tu peux un peu plus de volume, un peu plus de fréquence. C'est une nutrition. Pour moi, ce qui est esthétique, si tu n'as pas cet aspect-là, oublie ça. Là. Je veux dire, juste l'entraînement comme tel, à moins que tu sois jeune, non entraîné, avec une génétique incroyable, juste basé tes buts esthétiques sur l'entraînement, je pense que c'est un petit peu Ouais, c'est ça. misguided. Ouais. Et après, j'imagine au niveau physique, ben, c'est aller chez Kilos, quoi. C'est ça. C'est faire ce que tu fais au final. C'est un peu ça, non? C'est beaucoup de travail de force, de travail de tempo, comme tu aimes bien faire, parce qu'on n'en a pas trop parlé des tempos. Parce que ça, au CrossFit, ça a été un peu mis de côté, ça aussi, au début. C'est que du concentrique au final, hein, surtout dans les watts, dans l'intensité. Et dans la partie force, on oubliait de commencer à fonctionner sur des tempos. Et en fait, les tempos, je pense qu'il y a peut-être 5-10 ans, ou peut-être même, je sais pas, je dis 5-10 ans, j'ai une fourchette comme ça. Peut-être que c'était même limite inconnu, quoi. Tu vois? Je Ouais. sais pas ce que tu en penses sur des tempos. C'est important, j'imagine. C'est la base pour toi, certainement, de l'entraînement, de force en tout cas, de fondation, comme tu dis. Ouais, mais c'est parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu fais juste des tempos 1-0, 1-0, disons, tout le temps, tu vas grossir au début. Mais à un moment donné, la seule façon que tu vas continuer à grossir ton muscle, c'est si tu actives les cellules satellites à fusionner à d'autres têtes de myocine. Mais le seul moyen que tu peux activer les cellules satellites, c'est par des volumes extrêmes, comme l'utilisation de giant sets, des choses comme ça, Yes. ou l'entraînement excentrique. Parce que l'entraînement excentrique, c'est ce qui crée des traumatismes au niveau des fibres musculaires, ce qui euh, triggers déclenche les cellules satellites à s'activer pour fusionner, pour être plus grand. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que si tu veux continuer à grossir et à devenir plus fort, tu n'as pas le choix à un certain moment donné d'appliquer des méthodes excentriques ou du moins avoir un tempo plus contrôlé parce que c'est ça que je dis à tout le monde. Les gens, spécialement les gars, spécialement les gars dans leur vingtaine, ils ont trop d'ego. Ils ne veulent pas faire un tempo 4-0, X0 parce que la charge n'est pas très, très impressionnante. Mais ils ne comprennent pas, par contre, que le 2-3 ans que tu dédicaces à ton 4-0 X0 fait en sorte que ton plafond, après, va être tellement plus grand parce que tu as bâti une très bonne base. Puis non seulement ça, mais ce tempo-là va t'avoir appris à utiliser plus d'unités motrices. Ça va t'amener à développer une plus grande intramusculaire, coordination intramusculaire, puis coordination intermusculaire, qui va être très, très, très bénéfique plus tard dans ton futur d'entraînement. Donc, pour moi, c'est une base très importante. Puis aussi, juste pour revenir à l'aspect physique et esthétique, je veux dire, si tu as un gars, tu as 25 ans, puis ton poids, c'est 70 kilos, puis tu te dis, ah, je veux avoir 15 cm de plus sur mes bras, mais tu as beau faire des biceps en isolation 4 fois semaine, le seul moyen que tu vas gagner 15 cm, c'est si tu prends au moins 8 kilos de poids corporel. Donc, comment tu vas gagner 8 kilos de poids corporel? En faisant des gros exercices lourds, avec un tempo contrôlé, etc., etc. Tu sais, les gens ils oublient tout le temps que Arnold Schwarzenegger, quand tu vois les photos de lui à 28 ans, quand il pesait 240 livres sur 6 pieds 2, mais puis tu vois dans le pumping iron puis tu fais des flies en marchant de la gun ballon, ben c'est pas l'entraînement qu'il faisait quand il avait 18 ans puis 20 ans qui l'a amené à s'il avait l'air à 28 ans. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Ils veulent tout le temps faire l'entraînement court que les pros font, mais ils oublient c'est quoi qui a amené ces pros-là à être au point où ils sont là. Si tu veux peser 62 kilos avec des abdos et des biceps, cool, mais c'est pas nécessairement ce qui est le plus impressionnant au point de vue physique. Ouais, clair. C'est un super conseil que tu as donné. C'est top. Ouais. Maintenant, je voulais un petit peu plus aller vers. Ah oui, ben voilà, oui. Ça, c'est important, ça, je trouve. Parce que j'imagine qu'il y a des coachs qui nous écoutent, ou peut-être qu'il y aura des futurs coachs aussi qui nous écoutent. Que donnerais-tu comme conseil aux futurs coachs ou coachs déjà présents sur le marché? Au futur et au présent, on va dire. Oui. Moi, personnellement, je trouve que avec les jeunes coachs, un problème qu'il y a de nos jours aujourd'hui, c'est que le monde de l'entraînement ou le monde de l'entraînement privé est tellement vaste. Puis avec l'Internet et les réseaux sociaux,
le nouveau coach est submergé d'informations de tout niveau, de toutes les façades du monde de l'entraînement, que ça devient à un moment donné très difficile de trouver ta place. Ça devient très difficile de trouver c'est quoi ta philosophie. Donc, je trouve qu'au début, c'est important de gagner de l'information un peu partout, voir c'est quoi qui est présenté dans le monde de l'entraînement, d'apprendre d'un peu n'importe qui. Mais à un moment donné, il faut que tu arrives à un point où que tu trouves c'est quoi ta niche à toi personnelle. C'est quel aspect du monde du personal training que tu veux vraiment pousser. Puis une fois que tu décides ça, je pense que c'est important de mettre beaucoup l'emphase sur cette niche-là pour te démarquer. Parce que là, maintenant, tu as plein de généralistes qui ont des bonnes connaissances en médecine fonctionnelle, qui font de la thérapie manuelle, qui font de la posturologie, qui font de l'entraînement à force, qui font de l'haltérophilie, qui font de la course, blablabla, bla, 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 mais ils sont experts dans rien. Donc, ils sont laissés à... Je te dirais que c'est un peu l'équivalent de quand, une fois que j'ai gradué de mon baccalauréat en 2000 de l'Université de Montréal en sciences d'activité physique, on était 180 finissants cette année-là. Mais si moi, de mon côté, j'avais jamais décidé de faire de la formation continue, j'avais jamais décidé de me trouver une niche personnelle à moi puis à pousser cette niche-là, c'est quoi qui me démarquerait des 180 autres finalistes quand j'essaie d'avoir un emploi sur le marché du travail? Je suis la même personne. Pourquoi moi? Pourquoi tu t'engagerais moi au lieu d'engager lui si on a exactement la même personne et le même bagage? Donc, à un moment donné, il faut que tu te crées une niche pour te séparer un peu du lot. Il faut que tu arrêtes d'être trop confus dans la masse d'informations qui te vient parce qu'à un moment donné, tu dis, bon, ben, tabarnouche, ce coach-là dit telle chose, ce coach-là dit telle affaire, lui dit telle chose, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Puis là, donc, tu es paralysé, puis ça t'empêche de progresser. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, quand j'ai fait le tour de tous les strength coachs qui m'intéressaient, Charles Poliquin, ça a été celui qui a comme déclenché vraiment quelque chose pour moi. Donc, je me suis dit, bon, OK, là, j'ai une bonne base. Donc, là, maintenant, je vais regarder ce que Charles a fait. Je vais essayer de pousser ça à ma manière, d'analyser mes données avec mes athlètes, mes statistiques, d'aller voir les études que lui a vues, d'essayer de voir si j'interprète ou je peux interpréter les choses différemment ou si j'interprète les choses de la même façon que lui pour éventuellement créer ta propre personne, ta propre philosophie puis vraiment pousser ça. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je ne te dis pas que tu dois absolument faire ça dans ta vingtaine. C'est correct dans ta vingtaine d'essayer d'avoir une bonne base générale, comme ta phase préparatoire générale d'entraînement, si tu veux. Mais à un moment donné, tu dois aller dans la phase spécifique. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un élément clé pour le jeune coach. Ouais, c'est un bon conseil, ça. Ah, très bon conseil, oui. Alors, par rapport à Charles, d'ailleurs. Alors, sais-tu nous dire pourquoi Charles Poliquin est une si grande référence en entraînement? Et est-ce que tu as des anecdotes ou une anecdote à partager avec lui par rapport à la rencontre que tu as faite durant ta carrière? Pourquoi? Pour moi, c'est simple. Je veux dire, Charles, c'était un des plus grands innovateurs dans le monde de la préparation physique, spécialement dans le contexte du début des années 90, quand il a commencé à être populaire, puis écrire pour Muscle Media 2000. Je veux dire, ce qu'il écrivait à ce moment-là, c'était révolutionnaire, si tu veux. Donc, il a apporté les tempos. Je veux dire, ça, c'est un peu un débat avec Ian King, Charles Poliquin, etc. Ben, Charles Poliquin a amené le tempo à 4 chiffres, les temps de repos qui étaient spécifiques. Il a amené le A1, A2, donc les Double Station Agonist, Antagonist, Supersets. Il a vraiment promu la périodisation ondulatoire de Schmidt-Bleecker, qui est accumulation, intensification. Donc, c'était toutes des choses qu'à l'époque, c'était du inconnu, c'était du jamais vu. Puis lui, en plus, il était capable d'utiliser ces méthodes-là, les appliquer non seulement au milieu de sport olympique, il l'a appliqué au milieu du sport professionnel, puis il l'a appliqué aussi au milieu du bodybuilding, de la préparation physique. Donc, je trouvais ça très intéressant, le genre de mélange entre performance athlétique puis bodybuilding, parce que moi, j'ai commencé à m'entraîner à 11 ans, puis ma première amour, c'était le bodybuilding. Ça a évolué en sports performance. Mais je veux dire, les deux, pour moi, ont toujours été quelque chose de très cool. Puis je trouvais qu'il était très, très révélateur pour ça. Maintenant, anecdote, je disais avec Charles, il y en a tellement.
Celle qui tellement. te marque le plus, quoi, tu vois, celle qui t'a marqué le plus. Et après, il Ah, ce qui est le plus drôle, par exemple, je ne dirais pas que c'est ce qui m'a marqué le plus, mais c'est anodin, mais ça me fait quand même rire. Charles, c'était comme un génie, si tu veux. Et des fois, je pense qu'il faisait des choses puis il s'en rendait pas compte. Puis surtout quand il mangeait, puis, quand il mangeait des noix souvent. Je me rappelle, à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez Derek Woodsky, mais c'était un coach qui travaillait avec nous au début de 2012-2013. Puis on était devant un ordinateur, puis on regardait des données pour un cours. Puis Derek était sur son laptop, puis il tapait à l'ordinateur pendant que Charles puis moi, on était derrière Derek à regarder l'écran. Puis Charles, il mangeait ses amandes, puis il mange tout le temps avec la bouche ouverte. Puis il parle pendant qu'il mange. Donc, vous auriez dû voir le nombre de morceaux d'amandes mâchés qui est tombé sur la tête de Derek pendant que Derek, il restait là, puis il disait rien, puis les amandes qui tombaient dessus, puis Charles continuait à parler. Ça fait juste ça montrer quel genre de... C'était quelqu'un qui était dans sa tête, comme un genre dans de son truc. typique génie qui ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait autour des fois. Énorme. Alors, un peu plus maintenant au niveau personnel, c'est si tu avais dû être une star dans le sport, qui serais-tu? Moi, je sais. Ben, j'aurais aimé être Bo Jackson si j'avais eu le talent athlétique de Bo Jackson. Je sais que vous êtes un peu jeune, vous l'avez sûrement jamais vu jouer, mais son talent athlétique était ridicule. Il était gros, fort, vite, puissant. Il jouait au football américain, il jouait au baseball en même temps, dans la même saison. Je veux dire, il était incroyable. C'est ce que j'aurais aimé être, mais évidemment, la raison pourquoi je suis un préparateur physique, j'imagine que c'est parce que je n'avais pas le talent athlétique pour être à ce niveau-là. Mais disons que c'est pour ça, en fait, que notre hashtag avec notre éducation, c'est Kilo Knows, qui est en hommage à Bo Jackson, avec son tag qui était Bo Knows. Oh. Donc, c'est Kilo Knows en hommage à Bo Jackson. Excellent. Et toi, Baja, c'est qui? Si j'étais un athlète, Bastien Lerut, d'office. Non, allez, honnêtement, si j'étais un athlète, je vais pas faire. Moi, j'adore Pat Vellner, en fait. Rester dans le CrossFit, moi, j'adore. Ouais, j'adore parce que je trouve que c'est un athlète hyper complet qui se la pète pas du tout. J'aime bien justement ce côté, tu sais, tu restes humble et le talent n'amène pas forcément l'ego, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien ce côté-là pour rester CrossFit. Moi, ça aurait dû être Kobe Bryant, mais bon, voilà. C'est-à-dire que là, je suis décédé, ça s'appelle la merde. Mais, je veux dire, par son éthique de travail qui était légendaire, si vous ne connaissez pas la Mamba Mentality, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et la personne, le joueur, c'est lui qui m'a fait découvrir le basket. Avec les Los Angeles Lakers à l'époque, avec la bonne époque, avec Shaquille O'Neal et tout ça, j'adorais. Enfin, voilà. Alors, quels sont tes 3 exercices favoris et pourquoi? Mon exercice préféré, c'est le deadlift. Pourquoi? Peut-être parce que je suis bon au deadlift. C'est difficile. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très quote-unquote animal par rapport au deadlift. C'est tellement simple quand tu y penses. Il y a un poids au sol, tu prends le poids, tu le lèves. That's it. J'adore ce mouvement-là. J'adore le overhead press. Je trouve ça challengeant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est difficile de stabiliser ton corps au complet avec un poids au-dessus de la tête. Puis j'adore le dip. Encore une fois, je pense que le dip, c'est un exercice très complet qui est difficile, qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas. Ouais. L'exercice que je déteste le plus, c'est le front squat. Ah ouais. Je déteste le front squat, mais... Pour la position ou simplement le... Je ne suis pas capable de faire le... Je suis pas capable de faire le front ouais. Ok, good. Tu fais du Zercher squat et tout le bazar avec tes adhérents? Non, je ne suis pas un gros fan du Zercher squat. Non. Du tout. J'utilise les wrist straps. Les safety bars? Non, les straps. Là. Ah ouais. Ouais, c'est bien, c'est intelligent ça, c'est chouette. Ouais, parce que souvent au CrossFit, tu as des mecs qui sont là, tu n'arrives pas à lever les coudes. Ben attends, écoute, on va aller faire de la mobilité, on va te taper contre un mur. Et ça, tu vas voir, ça va aller mieux après. En général, ça va pas mieux, hein, on va pas se le cacher. Le mec, il est... Ah, mais non, ça n'a pas vraiment changé en fait. C'est pas grave. Je
je trouve que la position, le front rack qu'on appelle en anglais, Ouais, tu sais, c'est pas. Des fois, c'est pas juste la flexibilité, le facteur limitatif. Tu as aussi des gens qui ont l'os de l'avant-bras tellement long c'est qu'à ça. un moment donné, tu as beau être flexible, ça ne marche pas. Là. Tu ne peux pas tenir la barre en arrière du cou. Là. Non, non, c'est clair. Euh, alors, euh, alors, ça, c'est une belle question, ça, pour finir là-dessus. Quelle est pour toi la chose la plus importante dans la vie? Avoir un but, un objectif. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je trouve que je trouve ça tout le temps triste. Tu sais, des fois, tu vois des gens ils se contentent du jour le jour, comme ils vont au travail à chaque jour, un travail sans nécessairement, qui n'ont pas besoin d'utiliser leur cerveau, si tu veux, puis Pilote automatique, quoi. pilote Ouais, automatique, puis qui ils vivent pour le week-end. Puis, pour moi, c'est une des choses que je trouve le plus triste. de Quand je ça. vois quelqu'un comme ça, que ils vont passer 60 ans de leur vie à attendre au vendredi soir. Je trouve ça très démotivant. C'est Ah comme oui. ça, ça me rend triste juste d'y penser. Donc, pour moi, de vivre une vie où tu as un but ultime ou des objectifs, parce que je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais à chaque fois que j'ai un objectif, comme quand on est parti du Rhode Island, puis on est venu en Californie, puis qu'on voulait partir kilo, tout, tout mon focus était là-dessus, puis j'étais drivé, puis à chaque matin, j'étais content de me réveiller parce que je voulais travailler sur la business. La business à part, c'était comme, OK, là, ça me prend un autre objectif. Puis, tu sais, je sais pas, moi c'est ce qui me garde heureux, Ouais, si tu veux. c'est Ouais. très vrai, hein, c'est très vrai. C'est une des premières choses justement qu'on a fait avec Bastien quand on s'est vu qu'on a lancé un peu le projet. On s'est dit, OK, c'est quoi l'objectif, quoi? Parce que, enfin, moi, je prends toujours cette métaphore-là. Je dis, en fait, l'objectif, c'est le phare dans la nuit, quoi. T'es en pleine mer, tu sais pas trop où t'es. OK, objectif, la lumière, tu y vas, quoi. Et en fait, quoi qu'il arrive, en fait, vous avancez. Et ça aussi, c'est important de te rendre compte, comme tu disais avec ton gym, etc. C'est important de se rendre compte qu'on peut avancer et qu'on avance parce que en fait les gens voilà comme tu dis toi qui attendent le week-end ils vivent pas, ils survivent en fait ces gens-là tu vois, et Non, c'est de la exact. survie, c'est pas de la vie quoi. Donc ça c'est, je pense que c'est aussi encore une fois une très belle Puis, réponse de ta part Stéphane. puis des fois, il faut que tu, il faut que tu te jettes à l'eau. Ce que je veux dire par là, c'est comme je me rappelle, Noël 2015, je suis allé à Montréal voir ma famille puis mes amis. Puis je leur dis, hey, écoutez, je pense que je vais quitter Pelican Group pour partir ma propre compagnie. Puis je parlais avec mes parents, puis mon père, qui est un peu plus conservateur là-dessus, il dit, OK, parfait, bonne idée, mais garde ton emploi à Pelican Group, puis travaille les soirs, le week-end sur ton projet. Puis quand ton projet va être prêt, là, tu lances. Je dis, OK, OK. Là, je suis retourné au travail à Pelican Group le 4 janvier, un lundi. Puis le mercredi, j'ai emailé la propriétaire pour la rencontrer le vendredi. Puis le vendredi, j'ai démissionné. Pourquoi? Parce que là, je me mettais dans une situation où je n'avais pas le choix de me lancer. C'est ça, exact. Parce que sinon, je serais peut-être encore là en train de travailler sur mon Ouais, projet. ouais C'est c'est vrai l'histoire que de ta vie, Benja, aussi. C'est de un, quoi dis-moi. c'est un peu l'histoire de ce qui s'est passé précédemment, qu'on a pu découvrir dans les podcasts précédents. Benja, c'est sur une décision, quoi. Il a Ouais, voulu. tout à fait. Ouais, c'est en fait le truc, c'est que ouais, moi, je pense exactement comme toi, hein, Steph. Moi, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, ok, c'est pas ce que je veux faire, bah, je vais m'enlever tous les plans B et je vais partir, quoi. Et en fait, on se rend compte que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, mais au final, quand t'as pas de sortie de secours, ben en fait, tu donnes tout ce que tu as. Et en général, les gars, c'est magique, ça marche. En général, pas toujours, parce que bon, des fois, il y a des choses qui se, qui se mettent mal. Mais ouais, enfin, c'est un peu, voilà, on ne peut pas savoir à quel point on est fort jusqu'au moment où on n'a pas le choix de l'être, en fait. Hein, donc, Exact. Exact. Mais écoute, Stéphane, comment pouvons-nous te suivre? Très simple. KiloStrengthSociety.com pour le site web. Kilo Strength Society sur Facebook. Kilo Strength Society sur Instagram. Sinon, j'ai ma page personnelle sur Instagram qui est Stéphane Cazot, qui est juste mon nom, mais ma page personnelle, c'est vraiment strictement juste de l'information entraînement pour le coach. Il n'y a Okay. pas rien d'autre sur ma page, mais sinon, tout ce qui est business, core, class, service, c'est sur kilostrengthsociety.com. Donc, comme on en disait en off,
On te le dit déjà, on te prévient, tu vas venir en France. Ça, c'est clair. OK. Tu vas venir en France. Stéphane, tu ne le sais pas encore, mais tu vas venir. Il y aura une vingtaine, une trentaine de personnes faciles. Mais sauf que tu l'avais dit dans le… Je fais un peu de pub pour Sébastien, parce que j'ai rien contre Sébastien. Tu avais fait un petit truc que le plus complexe, c'était de traduire en français tout ton contenu et de venir le proposer ici en France. Mais comme tu l'as dit clairement, s'il y a du monde et qu'il y a de l'appel, ben, tu iras, quoi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Exact, exact. Top. C'est génial. En tout cas, ben voilà, on voulait te remercier pour tout ce que tu as dit, pour l'échange qu'on vient d'avoir. C'était vraiment génial. Le prochain podcast, nous, ce sera avec IMP, les réflexes archaïques. Je ne sais pas si tu connais un peu les réflexes archaïques ou pas du tout. Ben voilà, tu pourras regarder le podcast. Hein. Il fait sa pub, hein, t'as vu? Voilà. Dimanche à 13h avec IMP, les réflexes archaïques. Voilà. Encore une fois, un grand merci Stéphane et je te dis à bientôt. Il y a certainement en France, alors on se verra. Salut. Merci pour l'opportunité, ça fait plaisir. Avec plaisir. À bientôt les amis. Bye. Hop.